Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Au moment où François Bayrou veut un grand débat sur l'identité française, au moment où Jean-Luc Mélenchon parle de grand remplacement, les députés ont cette semaine voté le durcissement du droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin voulait ouvrir le débat à tout le territoire, mais le Premier ministre veut désormais voir plus loin en posant cette question: qu'est-ce que c'est qu'être français? Pas tabou, dit de son côté Olivier Faure. Nous parlerons aussi budget, imposition, de l'entrepreneuriat en France, de l'imposition, de la méritocratie, avec également les derniers développements à Gaza et outre-Atlantique. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yohann Usaï de CNews. Bonjour Yohann. Manuel Bompard, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être français? Être français, c'est d'abord respecter un contrat politique avec cette maxime qui est inscrite sur nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Être français, c'est évidemment pas une religion. Il y a différentes religions en France et il y a des gens qui n'en pratiquent pas. C'est évidemment pas une couleur de peau. Il y a différentes couleurs de peau en France. C'est même pas une langue, puisque notre langue, elle est en partage avec d'autres pays dans le monde. C'est d'abord, en tout cas, c'est comme ça que la nation française s'est constituée. Elle s'est constituée sur un contrat politique depuis la Révolution française. Et donc, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de lancer un débat qui est en fait une sorte de manière de masquer la réalité du vrai sujet que François Bayrou veut reprendre, c'est-à-dire continuer à se tourner vers le Rassemblement national pour essayer d'obtenir par là même sa survie. Et donc je trouve ça extrêmement regrettable, puisque vous avez cité ces propos, que le premier secrétaire du Parti socialiste, en quelque sorte, donne du crédit à cette initiative de François Bayrou. Comment est-ce que vous l'avez interprété, ce pas tabou d'Olivier Faure? Mais déjà, je trouve l'expression pas habile. Et personne ne pense qu'il y ait des sujets tabous dont on ne peut pas parler. La question, c'est est-ce que... Non, mais ce que veut dire Olivier Faure, c'est que ce débat, il est légitime, ou qu'on peut l'ouvrir. Vous considérez que c'est pas un débat, c'est pas le sujet du moment, on ne va pas en parler. Je ne crois pas que ça soit y compris la priorité qui émerge des discussions que je peux avoir avec les Françaises et les Français, des enquêtes d'opinion qu'on peut faire, y compris sur les sujets prioritaires. Moi, je préférais qu'on fasse un grand débat sur le pouvoir d'achat. Je préférerais qu'on fasse un grand débat sur la justice fiscale dans notre pays. Je préférerais qu'on fasse un grand débat sur comment on fait face au grand défi du siècle, qui est le défi de la transition écologique, dont tout le monde sait aujourd'hui que ça va être la grande question du XXIe siècle, plutôt que d'aller encore une nouvelle fois alimenter les fractures que certains essayent de créer dans la société française. Et quand Olivier Faure dit qu'il n'y a pas de tabou, vous interprétez comment ces propos? Il n'est plus du tout en raccord avec ce que vous dites. À gauche, là, Mais si vous voulez m'interroger sur la position du Parti socialiste, je pense que Olivier Faure cherche à peu près tous les prétextes qu'il peut trouver pour essayer de ne pas censurer un gouvernement qui, en vérité, mérite la censure. Et donc, dès qu'il y a un sujet qui pourrait, du côté du Parti socialiste, contraindre enfin à changer de position, puisqu'ils n'ont pas censuré la semaine dernière le gouvernement, et qu'il y aura de nouvelles motions de censure dès demain, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, en quelque sorte, il couvre l'initiative de François Bayrou. Mais qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Bruno Retailleau ce matin dans le JDD? L'extrême gauche méprise l'attachement des Français à des réalités immatérielles, le patrimoine culturel, un mode de vie. Chaque peuple a le droit à une continuité historique, à préserver son être. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je réponds à Bruno Retailleau que je ne suis pas l'extrême gauche, pour commencer, puisque vous m'interrogez. Vous êtes où alors dans l'échiquier politique? La gauche... si vous voulez, la gauche radicale, c'est-à-dire la gauche qui pose et qui essaye d'apporter des questions en les prenant, c'est ça le sens du terme radical à la racine. Pour le reste, Bruno Retailleau a une vision de la culture française qui est une vision qui ne correspond pas à la réalité de la culture française. Est-ce qu'il existe une culture française, selon vous? Mais évidemment qu'il existe une culture française qui est le résultat d'une forme de créolisation. La France, elle n'est pas figée dans une culture ou dans une identité qui n'aurait pas bougé depuis des siècles et des siècles, contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire Bruno Retailleau. La France, la culture française est le résultat de cette créolisation, le résultat de ce mélange aussi des cultures, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette culture française, il faut, selon vous, la préserver? Mais elle bouge, la culture française. À partir du moment où vous posez la question de sa préservation, c'est que vous rentrez dans le schéma sur lequel est aussi M. Retailleau, c'est l'idée d'une forme de culture qui serait figée, statique,
depuis des siècles et des siècles. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est une vision idéologique de la culture française. Juste sur la créolisation, on comprend qu'il y a l'idée du mélange des cultures dans la créolisation. Est-ce que du coup on garde je ne sais pas moi, les Mérovingiens, les Carolingiens, le siècle des Lumières, etc. Ou est-ce que, ou est-ce que c'est comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le grand remplacement, donc en fait on oublie plutôt cette partie-là. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit ça. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il a utilisé le mot, donc je cherche. Il n'a pas utilisé le mot pour le sens que vous voulez lui donner. Donc j'attends des explications. Il l'a utilisé. Je vous attendez pas des explications, vous me posez des questions et je vais vous répondre comme j'ai envie de vous répondre. Comme vous avez envie de me répondre, comme vous avez envie de répondre aux téléspectateurs. Évidemment. Voilà, bien sûr. La créolisation n'est évidemment pas une substitution. Elle est une culture qui naît de différentes cultures qui se mélangent. Pardon, et quand évidemment, il parle de Nouvelle-France, Nouvelle-France, c'est une substitution. Nouvelle-France. Mais pas du tout, monsieur. Ça efface la France actuelle, Nouvelle-France. Mais pas du tout, monsieur. Vous avez une vision qui consisterait à faire croire que ce que nous portons comme projet politique viserait à effacer l'histoire de France, alors qu'au contraire, c'est précisément parce que l'histoire de France est faite de cette créolisation que ceux qui veulent l'effacer, l'histoire de France, c'est ceux qui veulent donner ce mythe d'une culture figée qui n'aurait jamais bougé depuis les Carolingiens ou les Mérovingiens. C'est absurde, la France, ce n'est pas ça. La France Non, mais je parle d'un patrimoine culturel et historique. Mais personne ne conteste que dans l'histoire de France, il y a la Révolution française, que dans l'histoire de France, il y a la monarchie. Personne ne le conteste. Et pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux cette nouvelle France ? Pourquoi est-ce qu'il tient ce discours ? Mais parce que je pense lui, en plus, qui est attaché à l'histoire de France. Quand on connaît bien Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est très instruit. Mais pourquoi vous voulez donner l'impression que l'un serait opposé à l'autre ? On peut tout à fait. Parce que ça y ressemble quand même. Mais pas du tout. C'est une vision extrêmement idéologique de ce que nous disons. Nous disons des choses... C'est vous qui nous parlez d'idéologie. Ah oui, je pense que vous êtes un petit peu idéologique là dans les questions que vous me posez. C'est-à-dire que vous plaquez... Je pense que c'est factuel. On essaie juste de comprendre. Non, c'est pas factuel. Excusez-moi. Vous venez d'attribuer, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon une vision comme s'il s'agissait de remplacer une culture par une autre. Non. Vous pouvez trouver. On vous a posé la question, Manuel Bompard. On vous dit pas que c'est comme ça. Voilà. Très bien. Vous voyez, on a les images de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous remercie de cette précision. Donc, évidemment, qu'il ne s'agit pas de parler du remplacement d'une culture par une autre. Il s'agit de parler d'une nouvelle France, c'est-à-dire l'émergence d'une culture nouvelle issue de la tradition et de la culture historique française, évidemment, et issue de ce qu'est le peuple français aujourd'hui, qui a bougé, qui vous change, reprochez qui est à alimenté François par des Bayrou de mettre ce débat sur ce qu'est être français sur la table, et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon lui-même aborde cette question en parlant de cette nouvelle France. Il n'y a pas une contradiction. Mais la nouvelle France, dans les propos qui sont les nôtres, elle n'est pas qu'une création ou une identité culturelle. Elle est de savoir si la France aujourd'hui, elle voit justement cette créolisation comme une menace, comme une inquiétude, ou au contraire, est-ce qu'elle le voit comme une source d'opportunité pour faire face aux défis qui sont devant nous ? Et vous avez le sentiment que les Français voient ça comme une opportunité ou comme une menace, cette créolisation ? Non, les Français, quand on regarde les études à long terme, pas un sondage par-ci, par-là, lié à des faits parfois dramatiques. Quand vous regardez, par exemple, c'est les travaux d'un universitaire comme Vincent Tibéri, vous voyez que depuis 40 ans, les Français, par exemple, dans leur rapport à l'immigration, ont beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'ils l'avaient les 40 dernières années. Ça, c'est tous les chiffré. sondages montrent que les Français veulent beaucoup moins d'immigration. Précisément, non, en fait, monsieur. Si, tous. Non, précisément, je viens de vous citer des travaux universitaires que peut-être vous n'avez pas regardés, qui disent exactement l'inverse. Les sondages de tous les instituts dire. disent que les Français veulent moins d'immigration. C'est un fait. Monsieur, invitez monsieur Tibéri, qui travaille avec invitez les présidents, les directeurs d'instituts de sondage qui vous diront la même chose que moi. Mais les instituts de sondage ne font pas des études de long terme de 40 ans sur la base des statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire un travail sérieux. Moi, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Vous voulez dire que les instituts de sondage ne sont pas sérieux ? Ah non, ils ne sont pas sérieux, évidemment. Aucun. Écoutez, je ne sais pas. Normalement, quand on est censé faire des prévisions de résultats électoraux, on n'est pas censé se tromper. Je dois vous rappeler qu'au moment des dernières élections législatives, 27 sondages ont été publiés. 27 sur 27 disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. 27 sondages
sur Et qu'est-ce que 27. ça veut dire? Ça veut dire Les que Français vous êtes en train de nous dire que les Français veulent plus d'immigration? C'est ce que vous nous dites? Les Français veulent plus d'immigration? Non, là, on m'interrogeait précisément sur la question. Non, mais sur la question des sondages. Mais c'est-à-dire Donc, que pour vous, les sondeurs, est-ce que c'est sérieux? Je vous dis non, ils sont les très sondeurs largement qui trompés. essayent d'avoir une image, vous parliez justement de la Nouvelle-France, les sondeurs justement qui essaient d'avoir une image de la France à l'instant T, à l'instant d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui vous intéresse, si je comprends bien. Et dernière déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est à quoi ressemble la France aujourd'hui et pas il y a 1500 ans. Donc, si on prend les sondeurs qui regardent la situation d'aujourd'hui, c'est l'instant T, c'est ce que font les sondeurs, que ce soit l'IFOP, que ce soit CXA, que ce soit Odoxa, que ce soit tous les sondeurs. Là, vous dites en gros tout ce qu'ils font, en fait, ils se sont c'est pas trompés très ou ils ne se intéressant. sont pas trompés aux dernières élections législatives? Les Français ont le droit aussi de changer d'avis dans la dernière ligne droite avant de se rendre aux urnes. Est-ce que ce que je viens de vous dire est faux? Les Français... Est-ce que oui ou non, 27 sondages sur 27 disaient que l'extrême droite allait gagner les élections législatives? C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de vous dire? Non mais répondez-moi, juste pour que je le sache. Si je me suis trompé, je veux bien le reconnaître, mais est-ce que c'est faux? Les sondeurs n'avaient effectivement pas vu le résultat des élections donc c'est vrai. législatives. Mais néanmoins, vous dites, vous, les Français veulent plus d'immigration. Vous persistez à Je dire ne suis cela. pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que quand vous prenez des études robustes, la part de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrants en France a chuté de 17 points en 40 ans. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez le contester, peut-être que ça ne correspond pas à votre propre vision des choses, mais c'est des éléments chiffrés, précis, sur la base d'études statistiques. Mais ça ne me surprend pas que vous me posiez cette question, parce que j'ai vu, par exemple, M. Retailleau, vous m'interrogiez sur lui, sur un plateau de télévision. Est-ce qu'on peut parler de M. Retailleau après la pause? Oui, mais juste je termine en 2 secondes. J'ai vu que M. Retailleau disait que quand les chiffres ne correspondent pas à son idéologie, c'est que les chiffres avaient tort et que c'est son idéologie qui avait raison. Donc cette manière, si vous voulez, de travailler sur une forme de post-vérité, forcément, après, je ne suis pas très surpris qu'on vienne contester des... Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Si Gérald Darmanin construit des prisons pour les narcotrafiquants et voudrait étendre à tout le pays un durcissement du droit du sol, Bruno Retailleau, lui, continue sa lutte contre l'immigration illégale. Au sein de l'école, Elisabeth Borne dit « Je ne laisserai rien passer ». Et vous, quelles sont vos propositions ? Mes propositions sur quel sujet de manière générale? Sur les propositions pour le pays aujourd'hui, vous voulez dire? Les propositions pour le pays, alors que vous voyez que vous avez un ministre de l'Intérieur qui, lui, se concentre sur l'immigration illégale. Gérald Darmanin, lui, qui construit des prisons pour la violence, le narcotrafic, l'hyperviolence des jeunes. Madame Borne qui dit « Je ne laisserai plus rien passer » également sur les histoires de violence. La violence, l'hyperviolence revient toujours. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai des propositions à faire sur chacun de ces sujets, monsieur. Donc, si vous voulez, on va les prendre sur la violence, les uns après les autres. Sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle le narcotrafic, moi, je préfère parler de lutte contre la criminalité organisée de manière générale, parce que ça ne concerne pas que le trafic de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains, mais aussi le trafic d'armes. Nous avons présenté il y a 2 mois une proposition très précise, très sérieuse, avec 60 propositions pour essayer de faire face justement à l'augmentation de l'impact, du poids et des conséquences dramatiques malheureusement des réseaux de criminalité organisée. Et précisément, quand cette semaine, le budget a été imposé en force par 49.3, avec la bénédiction évidemment des macronistes, mais aussi du Rassemblement national, mais aussi du Parti socialiste. Personne n'a dit, par exemple, que dans ce budget, on supprimait 5000 postes dans la police judiciaire, alors que si vous voulez lutter contre les réseaux de criminalité organisée, vous avez précisément besoin d'avoir davantage d'effectifs qui ont comme fonction, comme mission de remonter des filières, et ça, c'est précisément le rôle de la police judiciaire. Vous voyez, moi j'essaie de ne pas être hypocrite, je pense qu'il faut plus d'effectifs dans la police judiciaire, donc je ne laisse pas un budget qui supprime 5000 postes dans la police judiciaire. Sur le narcotrafic, M. Bompard, à un moment vous défendiez à la France Insoumise la légalisation du cannabis. Vous êtes toujours sur cette position ou est-ce que vous avez évolué? Oui, non, je suis toujours sur cette position. Écoutez, vous avez en France aujourd'hui une législation qui fait partie des législations les plus répressives au monde sur la question de la consommation du cannabis. Et vous avez un Français sur 2 qui dit qu'il a déjà fumé du cannabis. Donc il y a une forme d'hypocrisie qui est une hypocrisie totale. Et moi, je pense effectivement qu'il faut sortir de la logique de la prohibition qui ne fonctionne pas. Et précisément parce que le cannabis est un produit qui est un produit dangereux, qui provoque des addictions. Si vous voulez lutter de manière efficace contre le cannabis, je crois que ça passe par des politiques de santé publique et pas par une politique d'interdiction qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Bruno Retailleau qui cherche également à culpabiliser les consommateurs? Précisément, elle s'inscrit toujours dans cette même logique, dans cette même vision des choses. J'entendais
Monsieur Alain Bauer récemment sur un plateau de télévision, dont on peut pas dire que ce soit un insoumis, qui disait des choses assez proches des miennes, c'est-à-dire qui disait mais en fait les consommateurs ils sont dans des addictions, donc en fait il faut les soigner, donc il faut des politiques de santé publique et précisément la légalisation n'encourage pas la consommation. Le cannabis thérapeutique, ça existe déjà. Non, mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous dire que je pense précisément que la logique de la prohibition, de l'interdiction, ne produit pas les résultats escomptés, y compris dans la baisse de la. Parce que tout le débat est là. Est-ce que la légalisation conduit à une augmentation de la consommation? Je ne crois pas. Il y a un certain nombre de pays, par exemple, on pouvait regarder l'exemple au Portugal, par exemple, où il y a eu une légalisation du cannabis, encadrée évidemment, pas pour les mineurs évidemment. Je veux dire, il y a des. Quand vous regardez les pays d'Europe, il y a l'Allemagne et puis voilà, c'est tout. Mais partout, c'est-à-dire il y a l'Allemagne. En Espagne, ils sont plus. C'est légalisé en Allemagne, mais il n'y a pas qu'en Allemagne. Le Portugal, c'est le cas. Sous condition. Après, avec pas toujours les mêmes. En Espagne, ils sont plutôt revenus en arrière. Le plus simple, c'est en Allemagne. Mais il y a peut-être des endroits où ils sont revenus en arrière. Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut sortir de cette logique de prohibition, qu'il faut pouvoir concentrer les moyens de police contre les réseaux de criminalité organisée, et cette politique absurde de culpabilisation, de répression du consommateur, mais ça ne fonctionne pas, ça ne produit aucun résultat. Moi j'aimerais bien que sur ce sujet aussi on sorte 2 minutes de l'idéologie et on essaye de regarder les politiques qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas. Ça fait des années et des années. Là ça commence, donc on verra si c'est efficace ou pas. Ça ne commence pas maintenant. Les spots sont diffusés à partir d'aujourd'hui. D'accord, monsieur. Donc on verra. Les amendes forfaitaires contre les consommateurs, ça ne commence pas. Ça a plusieurs années, ça n'a pas produit de résultats en termes de la baisse de consommation de drogue. Ce n'est pas vrai. Donc à un moment, je me permets de dire que je pense qu'il y a des solutions qui sont des solutions plus intelligentes, plus efficaces que celles-ci, qui sont, à mon avis, éminemment des solutions communicationnelles. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le constat? Est-ce que quand le ministre de l'Intérieur dit un joint, il a le goût du sang, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça s'inscrit dans cette logique de culpabilité. C'est une réalité pour vous? Vous dites que ça culpabilise le consommateur, mais c'est une réalité ou pas? Non, mais un joint, puisque c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire un joint de cannabis, provient normalement, pas toujours d'ailleurs, mais souvent de vente illégale de drogue, et donc alimente et finance des réseaux de criminalité organisée qui sont évidemment des réseaux dans lesquels il y a de la violence, dans lesquels il y a des assassinats, dans lesquels il y a des meurtres. Donc c'est bien de le dénoncer, peut-être. Et élu de Marseille. Mais la responsabilité, elle n'est pas la responsabilité de ces violences, elle n'est pas la responsabilité du consommateur. Elle est la responsabilité. Le consommateur n'a aucune responsabilité. Elle est la responsabilité des réseaux de criminalité organisée, et c'est contre les réseaux de criminalité organisée qu'il faut lutter. Sinon, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de réseau de criminalité. Ah, parce que vous croyez, et donc parce que vous pensez que vous allez faire ça, il n'y aura plus de consommateurs. Précisément, si vous voulez qu'il y ait plus de consommateurs, il faut essayer de sortir les gens des addictions, il faut les soigner, et ensuite il faut concentrer les moyens de police, les moyens judiciaires vers le démantèlement des réseaux. Quand vous passez votre temps à aller chasser des petits consommateurs, c'est autant de moyens que vous ne mettez pas dans la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Et si vous voulez réduire l'emprise de ces réseaux de criminalité organisée, qui effectivement est pour moi une source de préoccupation, vous devez concentrer les moyens policiers et les moyens judiciaires vers le travail d'enquête, le travail de renseignement, vers la lutte contre le blanchiment d'argent, vers la lutte contre la corruption, qui sont des sujets dont on ne parle jamais. Excusez-moi, on n'en parle jamais. Le gel des actifs des trafiquants, Bruno Le Maire en a parlé il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, nous avait annoncé qu'il allait déposer une proposition de loi sur ce sujet, on n'en a jamais vu la couleur. Bon, juste pour être là, on sort du cannabis, je passe sur la cocaïne. Quand le président colombien Gustavo Petro dit que la cocaïne, c'est pas plus mauvais que le whisky, là, vous n'êtes pas d'accord avec lui quand même. Mais je ne savais pas que le président colombien avait dit ça. Donc je ne crois pas que ça soit plus meilleur que le whisky. Mais il dit qu'en gros, c'est aussi nocif l'un que l'autre. Mais je pense pas qu'on puisse. Enfin, moi, je suis pas un expert en termes de santé. Je ne crois pas qu'il y ait équivalence des effets des uns et des autres. Mais pour autant, oui, il a raison de pointer le fait que l'alcool aussi est un sujet d'addiction en France. Évidemment, et que si vous voulez lutter contre les addictions, il faut lutter contre les addictions. Il parlait de la Colombie. Sur le D'accord, mais je peux me permettre de vous dire que, par ailleurs, si on veut lutter effectivement contre les addictions de manière générale, évidemment, la drogue en fait partie, l'alcool en fait partie, les médicaments en font partie, un certain nombre d'usages médicamenteux aujourd'hui, et qu'une vraie politique de santé publique doit s'attaquer à toutes ces difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a 2 menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Qu'est-ce que vous contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres.
Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie? Ce sont deux menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions et moi, je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, mais vous me posez la question que vous voulez et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement, et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger, oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. D'accord? Donc quand il y a des motivations religieuses qui produisent par exemple des actes terroristes, oui, c'est un problème contre la France et il faut lutter contre, évidemment. On appelle les prêches illégaux, quoi. Non, mais ne faites pas des mélanges de tout pour essayer de mettre ça dans une catégorie pour ensuite aller pointer du doigt une partie de la population française qui n'a strictement rien à voir avec les actes. Est-ce que les frères musulmans sont une menace pour la France? Alors je précise ma question. Monsieur, je sais pas, moi je suis venu pour parler des sujets d'actualité, pas de vos obsessions. L'islamisme, c'est un grand sujet d'actualité. Parler de vos obsessions, avec ceux avec qui vous avez envie d'en parler. C'est le patron du renseignement territorial qui dit que c'est une menace existentielle. Et j'ai répondu à votre question. Sur le dossier algérien, je pose la question et vous répondrez après la publicité parce qu'elle arrive. Si vous voulez. Mais franchement, je sais pas, moi, ça serait peut-être bien qu'on parle de l'actualité. Mais c'est l'actualité, précisément. Non, l'actualité aujourd'hui, c'est un budget qui vient de passer en force par 49.3. C'est une motion de censure demain sur le budget de la sécurité sociale. C'est le fait que Madame Le Pen et l'actualité, ce sont les menaces. Laissez-moi répondre aux questions et laissez-moi parler. Laissez-moi parler à des questions qui vous sont pas posées. Oui, moi j'ai envie de parler de ces sujets-là et donc je vais en parler. Vous poser des questions, Monsieur Bompard. Mais vous me posez les questions que vous voulez. Encore une fois, je vous parle aussi des sujets sur lesquels je pense que c'est important de répondre. Oui, on se retrouve dans un instant sur le plateau du... Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, et sur le plateau du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Avant de passer à la motion de censure, une question courte et une réponse courte. C'est juste, ça concerne Bruno Retailleau qui s'exprime ce matin dans le JDD à propos de l'affaire de Doualem, l'influenceur algérien. Il dit, dans cette affaire, l'état de droit a été dévoyé au point que la règle de droit ne protège plus la société française, désarme l'état régalien. Quand une règle ne protège plus les Français, il faut la changer. Qu'est-ce que vous lui répondez de manière courte? Que quand on est ministre, on respecte justement l'état de droit et on ne l'attaque pas. Et que M. Retailleau a fait n'importe quoi. Et qu'à partir de ce moment-là, la justice l'a rappelé à l'ordre parce qu'il a fait n'importe quoi. Dans la procédure, vous voulez dire? Évidemment. Et donc, plutôt que de s'en prendre à la justice, il devrait reconnaître ses torts, reconnaître le fait qu'il n'a pas respecté les procédures, qu'il n'a pas respecté un certain nombre de règles élémentaires de l'état de droit, c'est-à-dire aussi, y compris le droit de se défendre, et des droits qui sont garantis à la défense, et que quand on est pris la main dans le sac, le mieux, c'est de reconnaître ses torts plutôt que de s'attaquer à ceux qui rappellent les principes de l'état de droit. Est-ce que cet influenceur Doualem a, selon vous, sa place dans notre pays? Ou est-ce qu'il doit être expulsé? Mais monsieur, s'il a tenu des propos qui sont des propos contraires à la loi, il doit donc être jugé en raison des propos qu'il a tenus. Et si ensuite il est condamné pour les propos qu'il a tenus, alors la justice peut décider de prendre des mesures, et y compris des mesures d'éloignement du territoire national. Mais ce n'est pas à M. Retailleau de le décider. Parce qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Et donc il y a l'exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Et ce qui a été reproché à M. Retailleau, c'est de ne pas avoir respecté ces principes. Et donc M. Retailleau devrait les respecter. Voilà, tout simplement. Et le tribunal administratif a une interprétation du droit
C'est à la libre interprétation du juge. Ben oui, mais c'est celle qui s'applique aujourd'hui. Comme il y a eu un autre juge du droit administratif Évidemment. juste avant, qui était contraire à l'autre interprétation du juge. Et il y a des possibilités de recours. Et il y a dans la justice française, c'est toujours comme ça que ça se passe, sur n'importe quelle affaire. Il y a un jugement en première instance, il y a des possibilités d'appel, il y a des pourvois en cassation. Il y a des pourvois en cassation. Oui, mais à la fin, c'est la dernière décision qui s'applique. Des fois, ça vous arrange, des fois, ça vous arrange pas, mais c'est comme ça. De toute façon, l'histoire n'est pas finie. Demain, la France Insoumise présente une motion de censure contre le PLFSS sur les 2 motions de censure contre le budget. La semaine dernière, les Insoumis se sont retrouvés bien seuls, 128 puis 122 votes. Est-ce que vous accusez le coup? Vous avez l'impression d'être senti abandonné, Alors d'abord, par les socialistes? Les Insoumis n'étaient pas bien seuls, puisque les motions de censure ont été votées par la France Insoumise, par les communistes et par les écologistes. C'était des motions de censure sur le budget de l'État. Et évidemment, vous avez raison, les socialistes d'un côté, le Rassemblement national de l'autre ne l'ont pas voté. Donc pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important qu'ils le sachent. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, par exemple, le Rassemblement national est responsable du fait que l'indemnisation des arrêts maladie, qui jusque-là était à 100%, va passer à 90%. Ça concerne les policiers, ça concerne les militaires. Je pense que c'est intéressant qu'ils le sachent, que si cette mesure a pu passer, c'est notamment parce que le Rassemblement national a décidé de ne pas voter la motion de censure. Tout comme le PS. Oui, et le Parti socialiste. Donc est-ce que vous les mettez sur le même plan, le Parti socialiste et le Rassemblement national? Parce qu'il y a eu toute une polémique cette semaine sur le fait que... C'est une polémique ridicule. Non, ridicule, mais qui existe. C'est pas une polémique ridicule, il y a eu des visuels où on a mélangé, on a fait des marions-lait entre Olivier Faure et... J'y réponds, au moins. Et Marine Le Pen. Mais je trouve cette polémique ridicule. Évidemment que le Parti socialiste et le Rassemblement national, ce n'est pas la même chose, évidemment. Pour autant, ils ont eu la même position de vote. Ils sont un peu complices quand même. Ils ont eu la même position de vote. On les voit à l'écran, là, les visuels. Ils ont 2 censures non votées par le PS et le RN, les nouvelles alliances. Ils ont tous deux décidé de ne pas voter la motion de censure. Et donc, ils ont tous deux une responsabilité dans le fait que ce budget soit passé. Et donc, j'ai parlé des jours de carence, mais on peut par exemple... Parce que j'ai vu qu'après, une fois que le budget était passé, il y avait des gens qui se réveillaient et qui se rendaient compte de ce qu'il y avait dans le budget et qui disaient quand même c'est un problème qu'il y a ça dans ce budget, mais ils sont complices, ils les ont laissés passer. Par exemple, l'augmentation de la TVA pour les petits artisans et les micro-entrepreneurs. Moi, j'ai alerté en début de semaine sur ce sujet. L'abaissement du seuil, c'est-à-dire que le fait qu'en fait des micro-entrepreneurs ou des artisans vont devoir payer la TVA alors qu'ils ne la payaient pas pour l'instant. Moi, j'ai alerté sur ce sujet. Mais Manuel Bompard, et vous avez des gens qui n'ont rien dit, qui n'ont pas voté la motion de censure et qui maintenant viennent. C'est quand même un problème qui est ça sur ce. Le Parti socialiste vous dira oui, mais nous avons obtenu, entre autres, qu'on renégocie la réforme des retraites. Mais ils n'ont rien obtenu du tout, vous le savez bien. Elle va être renégociée, cette réforme. Mais non, elle ne va pas être renégociée. Il y a un conclave qui a été mis en place. Ne faites pas comme tout ça. C'est de l'enfumage. Ils ont rien C'est évidemment de l'enfumage, puisque à partir du moment... Ils n'ont rien obtenu, les socialistes. Ah, mais non. Rien du tout. Non. À partir du moment où vous dites qu'il ne peut y avoir, puisque le sujet de la réforme des retraites... François Bayrou dit qu'il leur a lâché 5 milliards. Vous dites qu'ils n'ont rien obtenu. On pourra prendre les chiffres en détail si vous voulez. Mais sur la question des retraites, puisque c'est le sujet que vous venez de me poser, le préalable initial qu'avait fixé le Parti socialiste dans la discussion avec François Bayrou, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Puis ensuite, ils ont dit, bon, on pourra se contenter d'une suspension. Et il n'y a eu ni abrogation, ni suspension. Il y a une forme de conclave. Et on dit, si vous êtes tous d'accord à la fin, peut-être qu'on va pouvoir en parler. Or, vous savez très bien que les représentants du patronat qui sont autour de la table se sont toujours opposés au fait qu'on puisse revenir en arrière, c'est-à-dire revenir à l'âge de départ à 62 ans et revenir sur la réforme avec 64 ans. Pourquoi est-ce que le PS n'a pas voté la censure C'est à eux qu'il faut poser la question. Ils cherchent des excuses selon vous, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas voté? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne comprends pas cette décision. Demain, ils ne vont pas la voter non plus. Je ne sais pas, je les mets... Moi, je leur dis franchement, demain, parce que ça aussi c'est important... que les gens sachent ce qu'il y a dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour qu'après, ils ne se réveillent pas après. Donc, demain, vous laissez leur chance aux socialistes de vous rejoindre sur la motion de censure. Évidemment. Évidemment, ça va mieux en le disant. Moi, je souhaite qu'ils on a parlé de divorce, on a vu les visuels qui étaient outranciers. Je vais vous parler du Parti socialiste dans un instant. Mais demain, c'est une motion de censure sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Pour que les gens, y compris du Rassemblement national, puisque se réveillent pas le lendemain en disant on n'avait pas vu qu'il y avait ça. Je veux que tout le monde soit bien alerté. Dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a une coupe de 3,7 milliards d'euros dans les dépenses de santé. 3,7 milliards d'euros en moins pour les dépenses de santé. Dans le budget de la sécurité sociale, il y a le fait que les apprentis, ça concerne plusieurs centaines de millions de personnes en France, des jeunes, que les apprentis qui gagnent moins que le SMIC vont devoir payer désormais la CSG. C'est-à-dire que pour un apprenti qui gagne
à peu près 1 000 € par mois, on va lui enlever 30 € par mois, chaque mois. Ça, c'est dans le budget de la sécurité sociale. Donc je dis les choses très simplement. Tous ceux qui ne voteront pas à la motion de censure demain seront complices de cette mesure pour les apprentis, seront complices de la baisse des dépenses de santé. Si les socialistes ne votent pas la motion de censure demain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que devient le NFP? C'est terminé? Non, mais moi, c'est le divorce, c'est terminé? Mais nous avons dit de manière très simple qu'en ne votant pas la motion de censure sur le budget, le Parti socialiste avait interrompu le nouveau Front populaire, qui restait quelques jours, avec notamment la motion de censure sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est examiné demain, pour revenir dans le camp de l'opposition. Et s'ils ne reviennent pas? Bon, évidemment, ils auront interrompu définitivement le nouveau Front populaire. C'est la fin du nouveau Front populaire? C'est pas la fin du nouveau Front populaire. Ah bah si, c'est ce que vous venez de nous dire. Non. S'ils votent pas demain, c'est terminé. Du nouveau Front... Non, mais attendez, je suis clair, moi. Du nouveau Front populaire dans sa forme actuelle. Pour autant, il y aura... Voilà, il y aura un rassemblement, il y aura les communistes. Il y a un rassemblement qui va se poursuivre avec tous ceux qui resteront dans l'opposition à ce gouvernement, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils resteront dans l'opposition? Vous considérez que le Parti socialiste a rejoint le socle commun? Il a rejoint sa position, c'est un soutien sans participation au gouvernement, puisqu'il a laissé passer le budget. Enfin, quand vous laissez passer le budget, dans toutes les collectivités du monde, au moment du vote du budget, vous savez qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Ils n'ont pas voté le budget. Oui, mais d'accord, mais ils l'ont laissé passer. Vous êtes d'accord? S'ils voulaient pas que le budget passe, il fallait voter la motion de censure. Sinon, vous laissez passer le budget. Donc vous êtes complice de l'application du budget en France. Donc vous êtes complice de la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie. Donc vous êtes complice des coupes de 200 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale. Ils sont complices. Est-ce qu'ils sont des traîtres? Vous reprenez ce terme-là? Non, moi j'utilise... C'est le terme de Jean-Luc Mélenchon. l'a utilisé. Laissez-moi utiliser mes propres termes. Mais je vois que vous êtes très focalisé sur le Parti socialiste. Et je comprends d'un certain point de vue pourquoi, mais il y en a d'autres qui sont complices. C'est le Rassemblement national. Ils ont laissé passer ce budget. Ils ont laissé passer un budget. J'ai entendu le représentant du Rassemblement national à l'Assemblée nationale mercredi. Pendant toute son intervention, il a dit le budget, il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais à la fin, il le laisse passer. Ils sont complices. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation compliquée où il faut des compromis? J'ai pas dit que c'était même combat. Je vous dis que le Rassemblement national, il a une complicité directe dans maintenant les ravages, les dégâts que vont faire ce budget. Et vous pouvez pas vous présenter au moment des élections en disant nous sommes l'opposition au macronisme, nous allons faire en sorte que Emmanuel Macron, sa politique arrête de s'appliquer. Et une fois que vous avez été élu, en quelque sorte, vous laissez la politique d'Emmanuel Macron s'appliquer. Et je pense que les électrices et les électeurs qui se sont tournés vers le Rassemblement national ont été trahis, ont été floués, ont été manipulés. Et je pense que c'est important qu'ils s'en rendent compte. Ce qui ne vous embête pas, au fond, est-ce que ça n'est pas le fait de sentir qu'une élection présidentielle anticipée est en train de s'éloigner? Non, ce qui m'embête, pour être très simple, c'est que ce budget il va avoir des conséquences dramatiques pour le pays. Et comme moi, j'essaye de vouloir le mieux possible pour mon pays, je pense que c'est une énorme, une très grave erreur d'avoir laissé passer ce budget. Pas de budget plutôt que ce budget-là. Mais on avait un budget. En fait, ça, c'est le grand mensonge. C'est la loi spéciale qu'on a. Oui. C'est pas un budget, la loi spéciale. Si on reconduit ce qui avait été voté l'année d'avant. En 2024, c'était pas un budget qu'on avait, monsieur? Mais il n'était pas adapté à 2025. Non, mais pourquoi? Il y avait notamment l'augmentation du barème de l'impôt sur le revenu. Mais on aurait pu tout... Alors, attendez. Pour que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est faux de dire que s'il n'y avait pas eu ce budget, il n'y avait pas de budget du tout. On a voté à l'Assemblée nationale une loi spéciale qui reconduisait pour 2025 les lignes budgétaires de 2024. Ça vous convenait? Et s'il y a eu... J'ai pas dit que ça me convenait. J'ai dit que c'était cette manière de faire du chantage qui consistait à dire si vous acceptez pas ce très mauvais budget, à la fin, la France va être... en gros, on pourra plus payer les fonctionnaires, etc. C'est un mensonge pur et simple. Et en fait, ce qui s'est produit dans cette situation, c'est qu'il y a eu des circulaires qui ont été pris par le gouvernement de M. Barnier au moment de son départ, dans lequel il a dit, bon, c'est vrai, il y a la loi spéciale, mais on va quand même bloquer les crédits. C'est eux qui ont été responsables des difficultés. Donc il y avait tout à fait moyen de faire autrement, et en tout cas, il n'y avait aucune raison d'accepter un aussi mauvais budget. Une nouvelle pause, et on se retrouve sur le plateau du Grand Rendez-vous. À tout de suite. Écho avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. La défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges face à une candidate LR, ça donne quoi comme signe, Manuel Bompard? Ça dépend par rapport à quoi on la compare. En l'occurrence, les dernières élections municipales qui avaient eu lieu dans cette commune, à Villeneuve-Saint-Georges, en 2020, la gauche toute rassemblée au deuxième tour avait réalisé 27% des voix. La droite, il y avait déjà 2 candidats de droite au deuxième tour. La dernière fois, avait réalisé plus de 70%. Cette fois, Louis Boyard réalise près de 40%, 38% pour être exact.
Donc, est-ce que ça me satisfait? Non, j'aurais préféré gagner, évidemment, mais je vois plutôt ce résultat comme une progression par rapport à la dernière élection municipale. Et donc, l'idée que, puisqu'il y aura des élections municipales à l'échelle nationale l'année prochaine, c'est plutôt une bonne préparation. C'est pas très encourageant quand même. Il était donné grand favori avec toutes les voix de la gauche. Avec toutes les voix de la gauche, si on faisait après le premier tour, il devait gagner l'élection. Ah bon? Il n'y a pas eu un espèce de front anti-LFI, y compris à gauche? Mais vous partiez défaitiste, vous? Non, je partais pas défaitiste, mais je sais que c'est très difficile de gagner une élection municipale, en particulier dans une commune dans laquelle la droite a fait plus de 70% à la dernière élection municipale. Vous savez, c'est pas si facile que ça de remonter. Il fallait remonter quasiment 20 points sur la droite. Donc ça ne remet on a remonté 10 points sur la droite, on n'a pas réussi à remonter les 20 points. C'est pas un très bon présage quand même pour les élections municipales de l'année prochaine. Moi, je trouve au contraire que la France Insoumise, d'abord, qui au premier tour était seule, alors que l'ensemble des autres formations politiques de gauche avaient constitué une liste concurrente. La France Insoumise est sortie en tête au premier tour. Donc ça, déjà, c'était un résultat qui était un résultat remarquable. Pas de NFP au deuxième tour, la gauche progresse par rapport à l'élection municipale de 2020. Pas suffisamment. Mais vous avez fortement reculé par rapport aux élections législatives. Ah, parce que vous comparez les élections législatives et les élections municipales. C'est un scrutin, une comparaison qui vous appartient, mais qui correspond pas du tout à la réalité. Tout le monde sait que les ressorts de vote ne sont pas les mêmes, que dans une élection législative, vous votez en raison de préoccupations nationales, en raison de programmes nationaux, que pour une élection municipale, vous votez, vous prenez en compte un contexte qui est un contexte local. C'était une élection municipale partielle. Je suis pas en train de vous dire que je suis très content. J'aurais préféré gagner, évidemment. Quels sont vos mais objectifs? Je suis pas d'accord avec la lecture qui est donnée de ce scrutin, qui consisterait à dire qu'en quelque sorte ce serait une catastrophe. Ça ne correspond pas à la réalité. Quels sont vos objectifs pour les municipales de l'année prochaine? Combien de villes de plus de 30 000 habitants, puisque c'était le cas avec Villeneuve-Saint-Georges, vous comptez conquérir? Mais nos objectifs sont pas politiciens. L'objectif, c'est pas de savoir combien la France Insoumise va avoir de villes. Non, quand on rentre dans une échéance électorale, notre objectif, c'est d'abord d'apporter des réponses et des solutions. Et quand vous présentez une élection, c'est pour la gagner. Attendez, mais on va commencer par parler un petit peu du fond, du programme, avant de parler de savoir l'étiquette des maires à venir. Donc moi, je souhaite qu'on puisse défendre aux élections municipales, par exemple, pour vous donner des exemples, le retour en régie publique de l'eau, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les villes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que vous ayez des grandes multinationales qui se font de l'argent sur l'accès à l'eau dans un certain nombre de très grandes communes en France. Je suis pour qu'on défende aux élections municipales le fait que le petit déjeuner à l'école soit gratuit et que tout le monde puisse avoir, tous les enfants de ce pays, puisqu'on parlait des difficultés tout à l'heure liées à l'école, on l'a évoqué très rapidement, et de faire en sorte que tous les enfants de ce pays puissent aller suivre leur éducation le ventre plein, pas le ventre vide, parce que vous ne pouvez pas bien apprendre quand vous avez le ventre vide. Voilà quelques mesures qu'on va défendre. Et ces mesures, on va les porter, évidemment, avec des listes dans lesquelles la France Insoumise aura des candidats, avec l'objectif de remporter les élections municipales dans un certain nombre de villes. Je ne vais pas vous donner un résultat ou un pronostic chiffré à ce stade. On est encore à la phase des préparations. Mais voilà quelques-uns des marqueurs politiques qu'on va porter dans cette élection. Je voudrais juste une réflexion sur l'audition de Luca De Meo, qui est toujours d'ailleurs le directeur général de Renault, qui était en commission des affaires économiques, qui a été interrogé par Benjamin Lucas lundi. Il a justifié son salaire de patron. Il dit qu'il apporte une expérience, qu'il crée de la valeur, qu'il crée de l'emploi, qu'il travaille 70 à 80 heures par semaine. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette justification? C'est indécent. C'est indécent. Oui, c'est indécent. Écoutez, je veux dire, aujourd'hui, vous avez... je prenais le PDG le mieux payé du CAC 40. Il gagne 2800 fois le SMIC. Donc, qu'il y ait des qualifications différentes, je ne le conteste pas, mais qu'est-ce qui justifie? Donnez-moi juste un argument qui justifie. C'est pas moi qui les ai donnés, c'est M. De Meo qui a dit... Ça interpelle il a dit « je crée de la valeur ». Pour le bonheur on a créé 8000 emplois. Pour le bonheur de notre échange. Mais franchement, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un individu gagne 2800 fois plus qu'un autre individu? Mais ça devrait être proscrit? Strictement rien. Moi, je suis favorable, ça fait partie des mesures qui sont dans notre programme, à ce qu'on encadre par la loi les écarts de salaire. Par exemple, qu'on dise qu'il ne puisse pas y avoir d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans les entreprises. Ça veut dire que tous les grands patrons compétents iront travailler ailleurs, là où on ne les payera plus. Mais si des grands patrons ne sont pas patriotes, veulent partir ailleurs, on en trouvera d'autres pour les remplacer. Vous savez, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la richesse, la valeur produite par ces entreprises,
C'est pas le patron qui l'a produit, cette valeur. Hein. C'est d'abord les salariés. Mais toujours un capital dans un bateau. Quand Renault vend des voitures, il y a des gens qui ont été sur des chaînes de production pour les produire, ces voitures. Oui, mais Renault, justement, puisqu'on en parle, Renault fermait il y a encore 4 ou 5 ans. Monsieur Deméo est arrivé, il a fait son slogan qui était la Renolution. Je ne fais pas du tout de... Non mais allez-y, défendez le PDG de Renault, il n'y a pas de problème. Et les résultats sont là. Donc après, il dit, voilà, je travaille 70 heures par semaine, comme beaucoup de capitaines d'industrie. Mais vous savez, le député, il dit, vous je connais plein de gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui ne gagnent pas 2800 SMIC. Vous savez, quand vous êtes aujourd'hui à la caisse du supermarché, que vous êtes en horaire fractionné et que vous êtes obligé de partir à 5 heures du matin de chez vous, et qu'au milieu, peut-être que vous n'êtes pas sur du temps de travail, on les connaît vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Eh ben oui, mais ils ne gagnent pas 1800 SMIC. Monsieur Bompard, la France serait le... Donc peut-être qu'on peut quand même se dire que rien ne justifie que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, vous avez les 0,1% des plus riches qui ont vu leur fortune augmenter de manière significative et qu'en bas de l'échelle sociale, puisque c'est comme ça qu'on dit, même si j'aime pas cette expression, vous avez des gens qui sont tombés encore plus dans la pauvreté. Comment vous pouvez accepter la mesure que vous proposez, Monsieur Bompard, ça serait une mesure qui s'appliquerait qu'en France. Donc c'est-à-dire que dans les pays voisins, ça s'applique pas. Donc les patrons en question pourraient partir dans les pays voisins. D'abord, on peut tout à fait avoir, ça existe sur la fiscalité des entreprises, des discussions à l'échelle internationale pour essayer que ces standards ils se développent. Et vous savez comme moi, peut-être que vous le savez pas, et si vous le savez pas, je vous l'apprends, que en fait, il y a déjà un secteur de l'économie, c'est l'économie sociale et solidaire, dans lequel il y a déjà des limitations des écarts de salaire à l'intérieur de l'entreprise. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas 1 à 20, c'est plutôt 1 à 10 ou 1 à 5. Et pourtant, ces entreprises, elles se portent très bien. Donc, pourquoi ça serait pas impossible? En plus, ça serait un cercle vertueux. C'est-à-dire que si le grand patron veut s'augmenter, il est obligé d'augmenter les bas salaires. Donc voilà une mesure, par exemple. Mais juste pour un exemple de mesure. Sur un point précis, vous n'êtes pas contre la méritocratie. Vous n'êtes pas contre... Mais c'est pas de la méritocratie, ça, monsieur. Pour travailler dès le plus jeune âge, pour faire des études, pour ensuite gagner une grande école. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous les encouragez à avoir plutôt 20 sur 20 ou vous les encouragez plutôt à dire, de toute façon... Quelle question vous me posez? Vous pensez que Est-ce qu'on peut être méritocrate en se disant, tiens, d'accord, moi je retiens votre argument de... Faisons 1 à 20, mais est-ce qu'on garde la méritocratie? Est-ce que ça existe? Mais ce n'est dans les idées le système dans lequel on est aujourd'hui n'est pas un système de méritocratie. Ah bon? Mais non, certainement pas. L'essentiel des grandes fortunes en France, d'ailleurs, vous pouvez là aussi consulter les études qui sont faites depuis une 50aine d'années sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des grandes fortunes en France doivent leur grande fortune à l'héritage, certainement pas à leur activité à elles. Que d'ailleurs, aujourd'hui... Ça n'empêche pas qu'il y ait une égalité des chances. Et cet héritage est d'ailleurs le principal facteur aujourd'hui de transmission des inégalités entre les générations. Donc c'est certainement pas la méritocratie, le système dans lequel on est. On nous a parlé la semaine dernière de Bernard Arnault, en nous essayant d'expliquer que Bernard Arnault a forgé lui-même sa fortune. Mais enfin, vous avez oublié l'histoire du groupe de Bernard Arnault. Vous avez oublié qu'il a repris une entreprise avec des aides publiques, qu'il s'était engagé à cette époque à laisser tout l'emploi. En attendant, il a quand même créé beaucoup d'emplois. On a parlé de Michelin tout à l'heure. 60 000 on a parlé dans ce débat de Michelin, mais Michelin touche de l'argent public, du crédit impôt recherche, des plans de soutien à la filière automobile, il supprime des emplois. Ça n'a rien à voir avec la méritocratie. Quand on vous entend parler de Bernard Arnault, on a l'impression que vous le considérez comme un ennemi. Est-ce qu'il est un ennemi pour vous? Non, mais vous avez peut-être une impression, mais c'est votre impression, parce que moi je vous pose la question. Alors, si ça n'est pas le cas, dites-le. Ce terme, mais moi je n'ai pas d'ennemi en France, monsieur. Est-ce qu'il fait du mal à la France? C'est le sentiment que j'ai en vous écoutant parler. Non, il ne fait pas du mal à la France, mais la captation, l'accumulation des richesses du pays dans les mains de quelques individus au détriment du plus grand nombre fait beaucoup de mal à la France. Ça fait beaucoup de mal à la France. Comment vous pouvez justifier qu'une personne qui travaille aujourd'hui gagne le SMIC, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en capacité de finir les fins de mois, et que de l'autre côté de la chaîne, vous avez des personnes qui gagnent 2000 ou 3000 fois plus. Les salariés se battent pour travailler pour Bernard Arnault. Pardon? Oui. Mais les salariés de Bernard Arnault, ils se battent pour... Ils sont très bien payés. Ils se battent pour leur augmentation de salaire. Ils sont à 95% en CDI. Et je vous dis, les salariés se battent pour entrer dans les groupes de Bernard Arnault. Vous pensez qu'ils sont suffisamment rémunérés? Moi non. Voilà. Vous pensez qu'en France aujourd'hui, il n'y a pas de problème lié aux salaires qui n'ont pas suffisamment augmenté alors que les prix ont augmenté? Moi si. Vous pensez que les salariés, y compris qui travaillent pour Bernard Arnault,
ont des vies qui sont des vies paisibles, qu'ils arrivent à finir les fins de mois? Je ne le crois pas. Vous pensez qu'en France aujourd'hui, il n'y a pas de problème lié à le prix du logement, le prix de l'inflation sur les produits alimentaires, et vous pensez donc qu'il ne faut pas augmenter les salaires? Donc moi, excusez-moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires. Et pour pouvoir augmenter les salaires, en particulier, c'est pas la seule option, il faut encadrer les écarts de salaire. Parce que sinon, il y a une forme d'indécence dans laquelle notre pays ne peut pas se retrouver, évidemment. Et la hausse du SMIC anticipée, elle avait été évoquée à un moment pendant le débat budgétaire, pour qu'elle soit avancée, on n'en parle plus trop. Vous la réclamez évidemment que je la réclame, mais je réclame pas seulement une hausse du SMIC anticipée, je réclame on appelait ça un coup de pouce significatif pour que le SMIC, aujourd'hui on ne peut pas vivre dignement avec le SMIC, tout le monde le sait. Mais en l'occurrence, vous avez raison, ce sujet a été évoqué. C'est encore une bataille qu'a perdu le Parti socialiste, puisqu'il avait fixé comme condition à la non-censure le fait d'obtenir un geste sur le pouvoir d'achat des Français. À la place, il a obtenu une augmentation du prix de l'électricité pour 10 millions de personnes, puisqu'il y a 10 millions de personnes qui vont voir le prix de l'électricité augmenter dans les prochains mois. Et ça aussi, ça sera de la faute du Rassemblement national et du Parti socialiste. Le dépôt de votre motion de censure demain au Parlement. Merci beaucoup, Merci à vous. Manuel Bompard.